Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir? Eh bien, parlons vrai ce matin avec Thierry Mariani, qui est député européen et candidat sur la liste RN aux élections européennes. En 7e position, Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Vous avez regardé le débat sur les européennes hier soir sur LCI, non? J'ai regardé la plus grande partie. Oui, bon, on a parlé de vous, hein. Mais j'y reviendrai un peu sur les ingérences étrangères, mais j'y reviendrai. Bon, comme annoncé, la Russie lance près de la frontière ukrainienne des exercices avec utilisation des armes nucléaires tactiques. Est-ce que la menace nucléaire russe est réelle? Sincèrement, je ne le pense pas. Si pour le moment, c'est un conflit qui reste quand même heureusement localisé à l'Ukraine, voilà. Mais il est évident que si le conflit devait dégénérer entre la Russie et l'OTAN, là, la menace serait réelle. Bien, mais si l'armée russe utilise l'arme nucléaire en Ukraine, quelle devrait être notre réaction? Je pense que ce serait complètement une faute, voilà. Je pense que c'est évident que ce serait une faute. De même, je rajoute que quand les États-Unis livrent des armes à sous-munition interdites par toute une série de traités aux Ukrainiens, c'est aussi une faute. La Russie est-elle une menace pour l'Europe et la France? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que la Russie cherche sa sécurité. L'attaque en Ukraine est une erreur. Je l'ai dit, est une erreur. Mais tout ça, vous le savez, puisque vous connaissez l'histoire, vient pour moi de ce qui a commencé à Maïdan. Je pense qu'il est temps de chercher aujourd'hui la paix d'urgence. Donc la Russie n'est pas une menace pour l'Europe et la France, est-ce que vous pensez? Je pense qu'aujourd'hui, la Russie n'est pas une menace pour la France, ni pour l'Europe, et qu'il est temps de restaurer le dialogue. Cette guerre, pour moi, n'est pas la nôtre. Voilà, c'est tout. L'Ukraine n'est pas notre première ligne de défense, comme le disent certains. Écoutez, quand j'entends dire par certains, en Ukraine, on se bat pour la démocratie, on se bat pour la survie de la civilisation, on se bat pour la survie de l'humanité, mais dans ce cas-là, il faut être cohérent. Que ces gens qui le disent y aillent. Je constate que beaucoup ont énormément de courage sur les plateaux télé, mais on n'est plus à l'époque de la guerre d'Espagne où les Malraux ou autres allaient sur le front, voilà. Et donc aujourd'hui, on fait une guerre par procuration. Je trouve ça assez lâche. Aujourd'hui, on est prêt à se battre jusqu'aux derniers Ukrainiens. J'ai peur qu'à la sortie, soit abandonné un peu comme on avait abandonné les Kurdes au Moyen-Orient pendant la guerre contre Daesh. Est-ce que vous souhaitez une victoire militaire russe? Non, je souhaite la paix. Je souhaite que dans cette région... vous savez, j'ai été président de France-Ukraine, jamais de président de France-Russie. J'ai des amis des deux côtés. Je souhaite que la concorde revienne et je souhaite la victoire ni de l'un ni de l'autre. Je souhaite tout simplement qu'il y ait enfin dans cette région un traité qui assure une paix durable. L'Ukraine a droit à une sécurité, la Russie a droit à une sécurité. L'Europe et donc la France doivent-elles intensifier les aides financières et militaires à l'Ukraine? On doit donner à l'Ukraine les moyens de se défendre. Après, on donne milliards sur milliards. Je vous rappelle que... Les moyens de se défendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire des armes défensives, ça veut dire pour que... Les armes sont ni défensives ni offensives, vous le savez, disent les militaires. Certaines armes, oui. Quand vous donnez des missiles à très longue portée, quand vous donnez des missiles à très longue portée, c'est une arme offensive. Donc pas de missiles pour détruire les missiles russes? Je dis pas de missiles à longue portée pour étendre le conflit. Après, il est temps de trouver les voies de la négociation. Aujourd'hui, personne parle de négociation. Voilà. Chacun veut continuer la guerre, je le répète, jusqu'au dernier Ukrainien. Je pense que c'est totalement irresponsable. Est-ce que la Transnistrie est russe? Non, la Transnistrie est moldave. Elle est moldave? Oui. C'est clair. Oui. Bien. Au Parlement européen, Thierry Mariani, pourquoi n'avez-vous voté aucune résolution condamnant la Russie, Vladimir Poutine et même la milice Wagner? Alors je peux vous le dire, vous savez, on a voté au Parlement européen 139 résolutions d'urgence. Je mets au défi de m'en trouver une seule qui a été suivie de résultats. Pourquoi par exemple on n'a pas voté je vais vous répondre très précisément, je les connais toutes. Pourquoi on n'a pas voté la résolution sur la milice Wagner? Parce qu'on demandait la condamnation de toutes les milices privées. Vous connaissez l'histoire comme moi. Toutes les milices privées russes. Toutes les milices privées dans le monde. Je veux dire, les atrocités très souvent sont commises par des milices privées. Oui. Vous connaissez comme moi ce que a fait par exemple... Milice privée israélienne, milice privée turque, milice privée russe. Américaine. Absolument. Eh bien, ce qu'on était prêt à voter, Monsieur Bourdin, c'était la condamnation de toutes les milices privées. Voilà. Et voyez, on va presque dans votre sens. Donc vous sauf que la résolution ne condamnait que les milices russes. Voilà. Que je sache, en Irak, Blackwater, c'était pas aussi des enfants de cœur. Est-ce une raison?
Pour ne pas condamner Wagner. Non, moi je suis contre le double standard, c'est tout quoi. Il faut arrêter de faire la morale aux uns et accepter toutes les, j'allais dire, les sévices des autres. Voilà. Nous sommes contre toutes les milices privées, point final. Le Parlement européen, dans son double standard permanent, eh bien, voulait simplement des condamnations des milices privées d'un côté. Bien, l'ingérence russe. Elle existe, cette ingérence russe. Oui, mais c'est pas la principale ingérence. Enfin, non, voilà. mais elle existe. Mais les ingérences de tous les pays existent. Les lois contre les ingérences étrangères. Et ça veut dire quoi, renforcer les lois? Mais je ne sais pas, le Sénat est en train de travailler sur un texte. Hein? Écoutez, je suis au Parlement européen depuis 5 ans. Pour moi, la principale ingérence, elle est pas russe. Voilà, c'est tout. Soyons sérieux 2 minutes. Quoi? La principale ingérence, d'abord, il y a eu une ingérence prouvée, tout le monde l'oublie, c'est le Qatar. Voilà, où je vous rappelle quand même qu'il y avait des valises avec... Les principaux protagonistes, c'est 1 500 000 € en liquide. C'est le Qatar. Et ce ne sont que des élus du groupe socialiste. Les amis de M. Glucksmann. M. Glucksmann qui voit des Russes partout, des ingérences russes partout, eh ben, il n'a même pas vu celle dans son propre groupe. Deuxième ingérence ensuite qu'on a découverte. Vous vous souvenez, parce que vous avez de la mémoire, comment le commissaire européen proposé par la France, par M. Macron, a été retoqué. Mme Goulard, on a découvert que quand elle était députée européenne, elle était payée plus de 10 000 € par une fondation américaine. Voilà. Alors, les ingérences russes, pour faire quoi? La Russie, dans tous les votes, est condamnée à, en gros, il y a 700 voix au Parlement européen, on est d'accord, par 600 voix sur 700. Oui, donc, vous ne la condamnez jamais, vous, mais je dis par 600 voix sur 700. Par 600 voix sur 700, oui, Thierry Mariani. Il n'y a aucune ingérence russe dans ce Parlement, mais c'est vrai que il y a des ingérences, j'allais dire, de tous les pays, dans tous les secteurs. C'est pas nouveau quand on appelle ça ingérence, avant c'était des influences, voilà. Influence, mais je le répète, ingérence, d'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une ingérence de l'Azerbaïdjan aux Comores, en Nouvelle-Calédonie? Oui ou non? C'est probable qu'il y ait une ingérence. L'Azerbaïdjan, c'est connu, a reçu des leaders indépendantistes à Bakou. Je le regrette, je le condamne. Et c'est une ingérence très probable. Est-ce que c'est la principale ingérence en Nouvelle-Calédonie? J'émets des doutes. Chinoise? Logiquement, oui. Je veux dire, le vrai intérêt de la Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel, vous le savez. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même un peu loin de l'Azerbaïdjan et beaucoup moins loin de l'Asie. Bien, l'Azerbaïdjan, un mot, avant de passer à la Nouvelle-Calédonie, Thierry Mariani, vous avez été le seul député européen français à ne pas avoir pris part au vote de la résolution du Parlement européen resserrant les liens entre l'Union européenne et l'Arménie. C'est vrai ou pas ? J'en sais rien, je pense, c'est possible. Oui, c'est vrai. Condamne, pourquoi ? attendez, parce que je condamne toujours le storytelling qui est faux, enfin le narratif, pardon. Le narratif qui est faux, qui consiste à dire que c'est un État islamiste contre un État catholique. Pour moi, vous connaissez là aussi cette zone, c'est un conflit qui a commencé en 1992, même avant, si on est, voilà, et qu'en réalité c'est un conflit de territoire et pas du tout un conflit de civilisation, comme certains veulent le dire. Voilà. Donc l'Arménie n'est pas en danger, le comportement azéri n'est pas condamnable. Le comportement azerbaïdjanais. Aujourd'hui, on a un cessez-le-feu. Aujourd'hui, les pays négocient une paix. Je constate que le président Pachinian, comme le président Aliyev, veulent négocier. Je pense que eux ont choisi la bonne voie. Bien. La Nouvelle-Calédonie, ingérence étrangère au passage avec une cyberattaque, des millions de mails envoyés pour bloquer le réseau. Bien. La Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron sur place, a-t-il eu raison d'aller sur place ? Je pense que c'est un coup de com' et que ça servira à rien et tout. Vous savez, j'ai commencé ma carrière politique en Nouvelle-Calédonie. C'est paradoxe. En 1986, Charles Pasqua m'avait envoyé avec Éric Raoult, paix à son âme, qui était un ami, aider Dick Ukwewe et Jacques Lafleur, le RPCR. En Nouvelle-Calédonie, vous le savez, ce qui compte, c'est le palabre. Il faut discuter avec les gens. C'est pas la même culture, c'est pas qu'en Europe. Arriver, dire quelques phrases et repartir le soir même, je pense que sincèrement, à part la stratégie de communication de M. Macron, ça va pas servir à grand chose. Est-ce qu'il faut retirer ou reporter la réforme constitutionnelle sur le corps électoral ? Sur cette réforme, Marine Le Pen l'a dit, Macron est allé beaucoup trop vite. Le corps électoral qui a été gelé en 1998 était une erreur. J'ai l'honneur d'avoir été l'un des 30 sur 885 parlementaires à voter contre en 1998, parce qu'on peut pas dire à certains, ah ben vous êtes moins français que les autres, vous ne pouvez pas participer à tel ou tel référendum. Voilà. Et donc après, est-ce qu'il faut dégeler le corps électoral ? La réponse c'est oui. Est-ce qu'il fallait le faire en urgence, sans discuter, sans rien préparer ? La réponse c'est non. Monsieur Macron a voulu passer en force comme d'habitude. Eh bien on voit le résultat. Bien, débat Gabriel Attal, Jordan
Jordan Bardella, demain soir sur France 2. Est-ce qu'il n'y a pas là une inégalité, franchement, vis-à-vis des autres candidats, des autres têtes de liste, une injustice? Où est le pluralisme? Qu'en pensez-vous? Écoutez, le pluralisme, il existe dans les débats. Vous avez vu comme moi hier, oui, les débats, un débat à 8. D'ailleurs, oui. Il y a 8 sur 32 ou 37 listes. Oui, 37 donc voilà, listes. 37. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a un parti qui incarne l'opposition, qui est désormais le Rassemblement National, avec un président, Jordan et Bardella, et un leader qui est Marine Le Pen, qui est tête de liste, oui. Mais Gabriel Attal ne l'est pas. Oui, écoutez, ça vaut mieux peut-être pour la liste de Mme Hayek qu'elle ait une doublure qui s'appelle Gabriel Attal. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, sans lui faire injure, je pense que ses prestations jusqu'à présent sont pas extraordinaires quand je vois sa courbe de sondage. Donc, que M. Attal vienne au secours du soldat Hayek, c'est peut-être la meilleure chose qui peut lui arriver. Mais au niveau du pluralisme, c'est peut-être contestable. Bon. En Italie, d'ailleurs, annulation d'un débat entre Giorgia Meloni et la chef de l'opposition. Vous avez vu cela ? Non, j'ai pas vu, mais les Italiens ont leurs règles et les Français ont leurs règles, voilà. Bon. L'AfD. Vous connaissez l'AfD, évidemment. Bien sûr, on siégeait jusqu'à présent dans le même groupe. Vous siégiez jusqu'à présent. Parce que Marine Le Pen a été très claire. Ça a été très clair. On ne siégera plus dans le même groupe. Oui. Alors l'AfD, je rappelle, c'est un mouvement d'extrême droite. Maximilien Krah, vous le connaissez ? Oui, bien sûr, on est dans le même groupe, je le répète, ils ont une quinzaine de députés. C'est l'équivalent de Jordan Bardella, donné une interview au journal italien La Repubblica. L'Allemagne doit être fière de ses ancêtres, a-t-il dit, même s'il s'agit de SS, je demandais La Repubblica. Réponse, ça dépend de ce qu'ils ont fait. Oui, ça vous choque ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je veux dire, tout ce qui est propos révisionnistes me choque, et tout ce qui est retour sur cette période, à mon avis, est plus le travail des historiens que des politiques. Les politiques ont des positions claires sur ce sujet. Donc et on après est très clair. Le 9 juin, vous ne siégerez pas avec l'AfD, c'est clair. Ça a été dit et redit par Marine Le Pen, c'est très clair. Donc après le 9 juin, vous ne siégerez pas. Avec qui d'ailleurs ? 10 juin, on ne siégera pas. Avec qui siégerez-vous ? Écoutez, avec tous ceux qui partagent notre conception de l'Europe. Vous avez vu que par exemple Marine Le Pen était en Espagne ce week-end, avec Madame Meloni, avec les Espagnols, avec de nombreux autres pays. Donc je vous rassure, il y aura un groupe sans aucun problème. Oui, avec Madame Meloni, avec laquelle elle est en profond désaccord sur l'Europe, sur l'immigration. Parce que Madame Meloni n'a pas des positions très claires par moment. Ah bon ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on attend toujours de voir si elle soutiendra un éventuel nouveau mandat de Madame van der Leyen, par exemple. Bien. Dites-moi, sur le Proche-Orient, Thierry Mariani, le procureur de la CPI a requis, je dis bien requis, parce que pour l'instant ce n'est qu'une réquisition, a requis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense et les principaux dirigeants du Hamas. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Les juges de la Cour décideront. La France soutient la CPI, la lutte contre, évidemment, l'impunité dans toutes les situations. Les demandes de mandat d'arrêt ne doivent pas créer d'équivalence entre le Hamas et Israël, précise le ministre des Affaires étrangères. Vous l'approuvez, j'imagine. Sur ce point, bien sûr. Bon, vous l'approuvez. Dites-moi, c'est important, on doit soutenir la CPI, la Cour pénale internationale. Est-ce qu'elle doit jouer un rôle important ? Écoutez, cette justice internationale, par moment, on peut se poser des questions là aussi sur son double standard. Voilà. Ce qui m'a choqué dans cette affaire, c'est qu'on met sur le même plan, le Hamas qui est une organisation terroriste et Israël qui est une démocratie. Voilà. Je pense qu'on peut pas, dans la même procédure, le même jour, annoncer qu'on souhaite ouvrir une enquête sur les deux. C'est absolument deux points, à mon avis, différents. Donc l'un est terroriste. Ni sur l'un, ni sur l'autre. Non, l'un est un terroriste, l'autre est un État qui s'est défendu. Voilà. Je pense que dans cette affaire, ce qu'on a besoin en urgence, c'est d'abord que les otages israéliens soient libérés. Et tant que ces otages israéliens sont pas libérés par le Hamas, malheureusement, les combats continueront. La CPI, la Cour, est-elle légitime en émettant un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine ? Vous savez comme moi que la Cour n'est pas reconnue par la Russie. Vous savez, toute cette justice internationale, on a commencé le débat avec cette histoire. Elle n'est pas légitime. On a commencé ce débat par le fameux double standard. Est-ce que la Cour a émis un mandat contre Là, il y a double standard. Hamas, Israël, il y a double standard. Absolument.
Absolument, je suis d'accord avec vous. Comme il y a un double standard entre le mandat contre Monsieur Poutine et pas de mandat contre Monsieur Bush quand on a attaqué l'Irak, quand les États-Unis ont attaqué l'Irak. C'est ça le problème. Mais quand elle émet ce mandat contre Vladimir Poutine, est-elle légitime, oui ou non ? Elle est légale, voilà, c'est tout. Après, j'ai envie de vous dire... Légitime n'est pas le mot légal. Légitime, elle existe en droit international, elle n'est pas reconnue par une série d'États, vous le savez, notamment la Chine, l'Inde ou la Russie. Voilà, après, est-ce que ça a servi à quelque chose ? Vous voyez, moi je crois que le vrai débat pour ceux qui sont en guerre, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ? Je ne suis pas persuadé que ça ait servi à quoi que ce soit. En Cisjordanie, la colonisation mine la paix ou pas ? La colonisation israélienne ? Oui, bien sûr. Voilà, je pense qu'il doit la stopper ? Oui, bien sûr. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on doit retrouver la voie d'essayer d'avoir 2 États dans cette zone et que chacun reste dans ses frontières telles qu'elles seront définies. Donc la France doit-elle reconnaître l'État palestinien ? C'est une discussion qui pourra avoir lieu quand la paix sera revenue. Voilà, je répète, tant que les otages sont pas... Vous pensez qu'on peut établir la paix sans reconnaissance de l'État palestinien ? On peut établir la paix quand il y a plus d'otages. Aujourd'hui, le climat est malheureusement pas à une discussion de paix. Vont reconnaître l'État palestinien. Mais attendez, dès aujourd'hui, d'ailleurs. L'Espagne fait ce qu'elle veut, ou d'autres États font ce qu'ils veulent. L'Irlande et d'autres. Je pense que c'est l'honneur de la France de dire que tous les otages qui ont été pris le 7 octobre doivent être restitués à Israël le plus vite possible. Et n'oublions pas quand même que tout ça a commencé par un massacre, par un groupe terroriste. Donc pas de reconnaissance dans l'immédiat de l'État palestinien, c'est ce que vous dites. Dans l'immédiat, j'en vois pas l'intérêt. Quand les conditions de paix seront établies, bien sûr qu'il faut une solution à 2 États. Bien, Thierry Mariani, vous êtes député européen, vous connaissez très bien le fonctionnement de l'Europe. Marine Le Pen et Jordan Bardella proposent une Europe à la carte. Chaque État aurait le loisir de participer ou non à des coopérations, ce que vous appelez des coopérations d'opportunité, hein, c'est bien cela. Alors, dans quel domaine ? Parce que sont exclus le domaine de la défense, on est bien d'accord. Pas de défense européenne, vous êtes contre toute défense européenne, pas d'Europe de la santé, vous êtes contre toute Europe de la santé, pas de politique énergétique commune, vous êtes contre toute Europe de l'énergie, pas de politique environnementale commune, vous êtes contre toute Europe de vous exagérez un peu quand même. Ah non, j'ai lu, je vous ai lu. J'ai lu Jordan Bardella, ses déclarations, j'ai lu Marine Le Pen. On n'est pas contre, par exemple, une politique énergétique commune. On est pour un marché qui fixe des prix arbitrairement en fonction de règles qui désavantagent les Français. Mais il est évident que, par exemple, on a toujours défendu le nucléaire. Vous savez, qu'est-ce qu'on veut en réalité dans l'Europe ? On veut une Europe qui respecte les nations. Quel est le vrai danger de cette élection ? Il nous reste 7 minutes, parce qu'on a beaucoup parlé du monde entier, mais parlons un peu d'Europe. Oui. C'est qu'on abandonne la règle de l'unanimité. C'est-à-dire que demain, par changement de règlement, parce qu'on est en train de nous expliquer qu'il faut élargir l'Union européenne à toute une série de pays, qu'on sera bientôt plus 27, mais 35 ou 36. Et donc on nous dit, il faut changer les règles, et on peut plus appliquer la règle de l'unanimité. Moi, j'ai pas envie qu'on impose aux Français quelque chose parce que les autres États le veulent, mais pas les Français. Nous, on est pour le maintien de la règle de l'unanimité. C'est, pour moi, donc, le fait central de cette élection. Unanime. On est bien d'accord. Les décisions importantes doivent être unanimes. Bon, on est bien d'accord. Mais les décisions importantes, dans la défense, Europe, par exemple, que vous proposez, c'est la révision des traités, parce que ça sera nécessaire de réviser. Le droit de veto, il existe. On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. C'est au contraire la révision des traités que veulent nous imposer les amis de M. Macron. Bon, donc, si j'ai bien compris, avec le droit de veto, donc conservé par la France, vous direz non, si j'ai bien compris, dans une Europe à la carte, non à des propositions sur différents domaines que j'ai énoncés tout à l'heure. On dira non chaque fois que les intérêts des Français seront en cause. Si l'Allemagne refuse ce détricotage de l'Union européenne, parce que c'est un détricotage du fonctionnement actuel de... Mais si, du fonctionnement actuel de l'Union européenne. C'est le fonctionnement actuel, monsieur Bourdin. C'est le fonctionnement actuel. C'est un détricotage du fonctionnement actuel, on est pas d'accord. On demande que les traités restent ce qu'ils sont. C'est-à-dire, on refuse d'abord tout élargissement.
Et Oui, on veut non, pas mais que l'élargissement serve de prétexte. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, déjà à 27, c'est difficile. Pourquoi? Mais Parce qu'en réalité, M. Orban bloque de temps en temps. S'il y a une majorité sur une Europe de la défense, vous allez dire non, puisque vous y êtes opposé. Oui, on dira non, puisqu'on veut l'unanimité. Donc vous détricotez l'Union européenne. Non, vous dites non. C'est l'Union européenne. Alors, si l'Allemagne refuse, que se passe-t-il? Eh bien, écoutez, chaque État défendra ses intérêts. Mais je répète... Comment l'Europe peut-elle fonctionner si chaque État défend ses intérêts? Je vous pose simplement la question. Écoutez, ça a fonctionné comme ça depuis 1958. Vous connaissez l'histoire comme moi. Quand à un moment là, en 1965, plus personne s'en souvient, mais vous, je suis persuadé que vous connaissez l'histoire. Oui. En 1965, le général de Gaulle, à un moment, a fait ce qu'on appelait la politique de la chaise vide, en disant je bloque parce que les intérêts de la France sont pas pris en compte. Ce qu'on demande, c'est tout simplement que les intérêts de la France soient protégés, comme les Allemands, grâce à leur constitution, grâce à la fameuse cour de Karlsruhe, protègent leurs intérêts, comme le Danemark protège ses intérêts. On n'est pas, excusez-moi, les derniers à devoir tout subir sans rien dire. On est aujourd'hui le deuxième contributeur de l'Union européenne, et c'est normal. Et donc, on a aussi notre voix au chapitre. Donc, on ne limite ni le commerce, ni les échanges, ni les partenariats universitaires. On est bien d'accord? On n'a jamais parlé des partenariats universitaires. Bon, alors, le commerce, les échanges... Le commerce, on l'a dit, que l'agriculture soit sortie, on veut des traités de commerce. Vous sortez aussi l'agriculture. Oui, parce qu'aujourd'hui, les traités de libre-échange, je suis dans cette commission. Eh bien, c'est toujours pareil, on sacrifie l'agriculture. Qui a la plus grosse agriculture? La France, au profit de l'industrie. Vous êtes contre tous les traités de libre-échange. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen a proposé un traité de libre-échange avec l'Argentine à M. Milei à Madrid? Pourquoi? Là, j'ai loupé un épisode. Eh ben, vous avez loupé un épisode, et pourtant c'est un épisode à ne pas manquer. Les traités de libre-échange, les traités de libre-échange, on veut qu'ils respectent notre agriculture qui est toujours sacrifiée. Est-ce que vous pensez qu'un traité avec M. Milei, avec l'Argentine, respecterait notre agriculture? Si on sort l'agriculture de ce traité, oui, il y a plein d'autres choses à échanger que l'agriculture. Vous savez, regardez... Quels sont les échanges qu'on ne sort pas des accords de libre-échange? Quels sont? Parce que vous sortez l'agriculture, on est bien d'accord. Et la culture qui a déjà été sortie. J'ai parlé de l'énergie, l'agriculture, et quoi encore? Non, l'industrie. L'industrie, bien sûr que non. Mais tout simplement, on avait déjà... une exception pour la culture depuis des années. Donc, on demande une exception pour l'agriculture. Prenons d'autres exceptions, sinon? Non, c'est tout. Je veux dire, voilà. C'est parce que, je le répète, à chaque fois dans ces traités, ce sont nos agriculteurs qui sont sacrifiés. Le temps nous manque, mais je peux vous expliquer que sur le dernier traité, Nouvelle-Zélande, Kenya, Kenya, c'est un accord de libre-échange. Chili, à chaque fois, c'est la même chose. Kenya, allez, en 3 minutes. On importe des légumes, des fruits et des fleurs. Bon, les fleurs, on n'est pas déficitaire, soyons honnêtes. Mais sur fruits et légumes, on est excédentaire. On importe tout ça par avion. Comme quoi, c'est vachement écologique. Et en échange, le Kenya accepte quoi? Des produits chimiques et des voitures. Cherchez l'erreur. Bien, merci Thierry Mariani d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes sur Sud Radio 8h57, 0826 300 300. Vous appelez, vous réagissez. Évidemment, c'est votre heure entre 9h et 10h. À tout de suite.